table. Une émission proposée par Hype FM. Le 17 décembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme nous faisait savoir que, selon elle, il était possible de nier un crime de génocide. Non pas un crime de génocide, mais le génocide arménien au nom de la liberté d'expression. S'agissait-il d'une défaillance morale ou d'une influence politique, ou finalement les deux à la fois dans le parcours a priori honorable de la Cour européenne des droits de l'homme ? L'arrêt du 17 décembre de la CEDH a profondément blessé la nation arménienne alors qu'il donnait raison dans sa démarche négationniste, préméditée et publiquement exprimée à un nationaliste turc, président du comité Talat Pasha. Talat Pasha, premier responsable du génocide arménien, dont les Arméniens, justement, célèbrent l'anniversaire de l'assassinat aujourd'hui même. C'était un 15 mars 1921. Mais voilà que cette semaine, la Suisse, décidée par la voix de sa ministre de la Justice, Simonetta Sommaruga, de présenter un recours auprès de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme pour faire appel de cette décision. Était-ce gagné d'avance? Quelle a été l'action des Arméniens durant ces 3 derniers mois? Et maintenant que le recours est déposé, que reste-t-il à faire? Voici quelques-unes des questions que nous poserons à nos invités. D'abord dans nos studios, Rafik Al-Fayyan, juriste, fondateur et directeur exécutif d'Agir et ancien secrétaire général de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Vilma Kumjian, journaliste, notre collègue à EPFM qui sera avec nous pour nous parler de ce qui se passe dans la presse, les réactions turques, mais également pour nous aider dans la traduction que nous aurons besoin de vous, Vilma, avec Ayşe Kunaysou, justement, qui sera avec nous depuis Istanbul, qui est la représentante de la Ligue des droits de l'homme d'Istanbul. Et nous serons, dès le début de cette émission, avec Salki Şahinyan, qui est en Suisse et qui est le président d'honneur de l'association Suisse-Arménie. Ensuite, avec Dominique de Bouman, toujours depuis la Suisse, vice-président du Parti démocrate chrétien et co-président du groupe parlementaire Suisse-Arménie à l'Assemblée fédérale suisse, ainsi qu'avec Greg Sarkissian, qui est le président de l'Institut Zorian aux États-Unis, et Hagop Terkhachadurian depuis le Canada, membre du Bureau mondial de la FRATH Naktutun et président du Conseil mondial des CDCA. Commençons avec vous, Rafik Al-Fayyan, avec un peu de pédagogie, car nous avons besoin de comprendre, maintenant qu'on a compris ce qui a été décidé le 17 décembre par la Cour européenne des droits de l'homme, et maintenant que la Suisse a décidé de faire appel, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les mécanismes internes de cette Cour, la Cour européenne des droits de l'homme? Merci. La Suisse, en fait, a demandé le renvoi de cette affaire devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, la procédure est la suivante. C'est que la grande chambre, la Cour européenne des droits de l'homme, va désigner un collège de 5 juges qui va examiner la demande de renvoi. Forcément pas les mêmes. Alors, précisément, les 5 juges ne sont effectivement... il est exclu que ce soit des juges qui aient participé à la décision. En tout cas, au niveau de l'examen de la demande de renvoi. Ces 5 juges sont constitués du président de la Cour, de 2 vice-présidents de section et de 2 autres juges désignés par rotation parmi les sections restantes. Juste une petite parenthèse, il y a 5 sections, donc 5 chambres en réalité au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est la 2e section, la 2e chambre qui avait jugé le 17 décembre. Effectivement, ces juges vont examiner le renvoi sur la base de la motivation qui a été déposée par le gouvernement suisse, ou qui va l'être, en tout cas, avant le 17 mars. Une chose que je voudrais dire, c'est que on ne sait pas en fait le contenu réel de la demande de renvoi.
on n'a que le communiqué officiel de l'Office fédéral de la justice suisse. Vous voulez dire, on ne sait pas sur quel point, qu'est-ce qui a dérangé en quelque sorte la Suisse dans cette affaire, et sur quels aspects de cet arrêt du 17 décembre la Suisse fait appel. Si, il y en a un qui est publié. Il y a un motif qui est publié, c'est la marge d'appréciation donc des autorités de la justice suisse pour définir leur propre politique pénale. Voilà. Ça veut dire quoi, la marge d'appréciation? Alors, j'y reviendrai après parce que c'est extrêmement complexe, mais j'essaierai de vous démontrer par quelques exemples concrets qu'est-ce que ça voulait dire dans ce dossier-là, par exemple. La marge d'appréciation, c'est en fait la souveraineté nationale d'un État à avoir sa propre politique, en l'occurrence en matière de répression de la négation de crimes internationaux. Et en effet, la décision qui a été rendue le 17 décembre dernier a enfreint en tout cas, a été beaucoup trop loin dans la limitation de la marge d'appréciation des États souverains. Mais bon, ça c'est un aspect effectivement très technique et le débat jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 17 mars, était effectivement technique. Il fallait que la Suisse prenne conscience et surtout appuie sa demande de renvoi sur des éléments techniques et purement techniques. Bon, il semble que nous ayons et eux et nous réuni suffisamment d'éléments pour démontrer que la Cour européenne des droits de l'homme, en tout cas la deuxième section de la Cour européenne des droits de l'homme, a effectivement violé de manière grave donc l'application et l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. Ah, c'est très grave ce que vous dites. Non, c'est pas grave. Ça fait partie du langage commun de la Convention pour justement justifier la demande de renvoi. Alors, nous allons voir avec Salki Shahinian, président d'honneur de l'association Suisse-Arménie, ce qui s'est passé en Suisse même, parce que on en a parlé, Salki Shahinian, bonjour d'abord. On en a parlé ensemble le lendemain de cette décision d'appel, donc de la ministre suisse de la Justice. C'était pas gagné d'avance. Il y avait des gens, des forces en Suisse même, qui n'étaient pas très favorables à cette décision de la ministre de la Justice. Qu'en était-il pendant toute cette période des 3 mois où tout le monde était en attente d'une décision? Bon, en fait, il faut rappeler qu'il y a une concurrence de facteurs. Vartan qui est en train de créer le cadre qui nous va porter maintenant à la Grande Chambre. C'est-à-dire que tout d'abord, il y a eu, outre ce que Philippe Calfayan disait auparavant, c'est-à-dire le besoin de recueillir les éléments à caractère juridique pour démontrer la bonté du choix de recours, il y a eu bien évidemment des pressions très fortes à l'intérieur du gouvernement suisse et surtout extérieures au gouvernement suisse pour que ce recours ne se fasse pas. C'est-à-dire que là, quand vous parlez de force, il faut appeler les choses par leur nom. Le ministère des Affaires étrangères suisse était contraire. Donc, la vérité, c'est que ça fonctionnait pas. Il voulait absolument pas faire de façon de se mettre en porte-à-faux avec la Turquie, étant donné que la Suisse venait de sceller un pacte d'alliance stratégique avec la Turquie le 10 octobre 2013 lors de la visite du ministre des Affaires étrangères Davutoglu à Berne. La question de Perinçek est allée s'additionner à toute une série de demandes que la Turquie avait posées à la Suisse, pour que la Suisse puisse être invitée lors du G20 l'année prochaine, lorsque la Turquie en prendra la présidence.
Et outre que la volonté de faire échouer le monument dédié à la mémoire commune des Genevois et des Arméniens à Genève, il y avait bien évidemment aussi la volonté de placer des fonctionnaires, des cadres supérieurs de la Turquie dans des postes clés pendant la présidence de la Suisse à l'intérieur de l'OSCE. Et c'est ce qu'ils ont obtenu en faisant nommer justement par le président de cette année, qui est le président de la Suisse, le ministre des Affaires étrangères Burkhalter, au poste du programme de la lutte contre la discrimination contre l'islam, et un autre poste extrêmement clé et le plus grave, à mon avis, a été celui de la nomination de l'ambassadeur turc auprès de l'OSCE à Vienne à la tête du programme de coordination pour la résolution des conflits, ce que le ministère des Affaires étrangères turc même a souligné être de grande importance pour que la Turquie puisse avoir de l'influence directement sur le conflit du Haut-Karabakh. Alors, pourquoi la question, justement, Sarkisian, malgré toutes ces pressions, ou en tout cas, vu les nouvelles relations de la Suisse avec la Turquie, si la Suisse avait besoin de ne pas heurter la Turquie, justement, pourquoi cette décision a été prise? Est-ce qu'on peut parler, là, vraiment de séparation, je dirais, entre les différents point d'appui du gouvernement suisse? Je veux dire, le ministère des Affaires étrangères ne peut pas interférer dans la justice. Est-ce ça, ou est-ce que, là encore, on peut parler, comme Rafik Alfian le disait, parce que l'argumentation de la Cour européenne des droits de l'homme était en réalité violer quelques aspects des concepts même sur lesquels est bâtie cette Cour, que la ministre de la Justice ne pouvait pas faire autrement que de faire appel? Alors vous touchez à plusieurs arguments. Partons du principe. La distribution des compétences à l'intérieur du gouvernement suisse est très stricte et elle est aussi très claire, au sens que dans ce cas en espèce, qui prend la décision, c'est clair, c'est le département fédéral de justice et police, notamment l'Office fédéral de la justice. Ce que peut faire par contre le département fédéral des affaires étrangères est de pouvoir donner un point de vue favorable ou défavorable pour que un appel puisse être introduit. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans d'autres cas. Et ils sont parvenus à la fin à avoir une vision commune qui était celui du recours. Là, par contre, quand vous dites que le ministère des Affaires étrangères n'a pas le droit ou n'a pas la possibilité d'interférer avec la justice, là, malheureusement, je dois vous corriger, car c'est passé déjà, et malheureusement dans le cas arménien, le fait que le DFAE a interféré directement et de façon proactive dans le parcours de la justice, notamment en ce qui concerne la persécution du ministre des Affaires européennes, Jemen Bajis, il y a 2 ans, lorsqu'il avait publiquement nié de façon provocatoire le génocide des Arméniens. Là, le ministère des Affaires étrangères suisse est intervenu de façon proactive en influençant la décision de la procuratrice de Zurich pour donner suite à cette poursuite, ce qu'elle n'a pas fait, car justement, elle a obtenu un avis contraire de la part du DEF. Alors, peut-être qu'on pourrait dire que Simonetta Sommaruga, la ministre de la Justice et de la Police de Suisse, connaissait déjà Doro Perinček. Pas seulement elle le connaissait. Simonetta Sommaruga, en 2005, elle était pas seulement députée au Parlement suisse, mais elle était conseillère municipale
dans la commune où Dogu Perinček aurait tenu sa dernière conférence publique négationniste. C'était la commune de Köniz. Et elle était préposée au secteur de la justice, de la sécurité, pardon. Alors, dans ce cadre, on a eu un échange direct, elle et moi, sur les intentions de M. Perinček, et je lui avais d'ailleurs à l'époque expliqué exactement quelles étaient les données d'avance. Et suite à ça, elle a organisé évidemment un dispositif tel que a permis de produire des preuves inconfutables des aspects des propos négationnistes que Perinček avait tenus à Köniz. Donc elle connaît très bien le dossier. Mais une fois que vous passez d'un statut de député au statut d'un ministre, les choses changent. Là, vous êtes obligé quand même de vous tenir à un sens de collégialité avec le gouvernement. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire cavalier seul. Vous devez tenir compte des intérêts globaux du gouvernement suisse. Vous faites partie d'un gouvernement. Aussi, la façon de se comporter, c'est bien différent que dans d'autres pays, comme par exemple la France ou l'Italie. En Suisse, c'est toujours un aspect collégial qui fait la différence et surtout qui prend les décisions. Sauf dans des cas très précis, comme par exemple le fait de recourir à la Cour européenne des droits de l'homme, là, c'est le ministère de la Justice. Alors, Rafik Al-Fayhan, maintenant que là, on est le 15 mars, c'est le week-end, donc le 17, c'est lundi, on imagine que le recours a été déjà déposé auprès de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Que reste-t-il à faire, justement, d'abord à la Suisse et deuxièmement aux Arméniens? Et je voudrais juste savoir si nous, ici en Europe, puisque la Cour européenne des droits de l'homme appartient au 41, je crois, pays membre du Conseil de l'Europe. Bon, en France, que peut-on faire pour que peut-être des ONG, peut-être que l'État français, qui peut intervenir sur ces dossiers, sur ce parcours donc de cet arrêt? Alors, tout d'abord, je voudrais donner un calendrier très hypothétique parce que tout n'est pas réglementé au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on considère effectivement que la demande de renvoi est datée du 17 mars. Le collège de 5 juges qui va être nommé devra... il n'y a pas de délai réglementaire, mais d'après les statistiques que j'ai pu regarder sur les 3 derniers mois, dans les 2 mois qui viennent, il devra statuer sur cette demande de renvoi. Et en attendant l'arrêt du 17 décembre, il est considéré comme arrêté, non considéré comme applicable. Oui, il est suspendu pour l'instant. Donc, ce renvoi sera examiné dans les 2 mois qui viennent, et à partir du moment où le renvoi est confirmé, eh bien la Suisse aura 12 semaines pour s'engager dans la phase suivante. Mais pas seulement la Suisse. C'est-à-dire que c'est là où effectivement des parties tierces peuvent demander à intervenir. Elles peuvent le demander ou elles peuvent aussi être invitées par le président de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une disposition qui est prévue par le règlement de la Cour, et il ne serait pas totalement saugrenu de penser que le président de la Cour va effectivement inviter d'autres États partis à rentrer dans cette affaire. Alors, justement, je pense donc effectivement principalement aux États arméniens, aux États turcs. Justement, je voulais poser la question parce que pour la décision qui a donc ce processus qui a eu lieu avant le 17 décembre, la Turquie était intervenue, avait présenté ses arguments, pas l'Arménie. Pourquoi maintenant qu'est-ce qui fait que l'Arménie pourrait être considérée comme... Mais c'est-à-dire que la Turquie a demandé à intervenir
en première instance, parce que c'était un ressortissant turc qui était concerné par la condamnation. Hein. Donc c'est la citoyenneté du... Non, il n'y avait pas d'obligation. C'est-à-dire que l'Arménie aurait pu très bien demander à l'époque. Mais mais il est malvenu d'un point de vue diplomatique, pour un pays tiers, de s'ingérer dans une affaire qui finalement concernait la justice suisse et un ressortissant turc. Mais sur quel sujet ? Sur quel sujet ? Oui, mais vous pouvez, j'irai commenter comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est quelque chose que certains pays ne font pas. De même qu'on a souvent évoqué la possibilité que la France intervienne dans ce dossier. Bon, la France, par exemple, a une politique en la matière qui est assez restrictive. C'est exceptionnel qu'il puisse demander une tierce intervention dans un dossier qui les concerne pas. Si les organisations arméniennes en France veulent essayer effectivement de faire intervenir la France, c'est pourquoi pas. Surtout que la France a une loi qui reconnaît le génocide arménien et que la Cour européenne des droits de l'homme disait qu'il n'y a aucune juridiction, etc., reconnaissant... Non, il disait pas ça, mais faut bien comprendre que l'enjeu pour la Suisse dans cette affaire, c'est pas la reconnaissance du génocide arménien. C'est de défendre leur souveraineté en matière de répression pénale, des crimes, de la négation des crimes internationaux. Donc c'est ça l'enjeu, et l'enjeu a été porté au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, effectivement, pour essayer de dégager une jurisprudence définitive sur le débat entre les limites de la liberté d'expression et d'un autre côté la répression de la négation des crimes internationaux. C'est ça l'enjeu du débat. Et l'enjeu est d'autant plus important que un pays comme la France qui envisagerait, je dis au conditionnel, de proposer une nouvelle loi réprimant la négation des génocides, pourrait s'appuyer effectivement sur cette jurisprudence pour justifier effectivement de proposer une nouvelle loi. Parce qu'en l'état, effectivement, si la décision restait comme ça, c'est un frein majeur. Alors nous allons essayer de voir tout à l'heure avec Dominique de Bouman ce qui se passe en Suisse par rapport à ces questions, parce que là encore en Suisse on demande de minimiser l'impact, la juridiction concernant la répression contre la négation des crimes de guerre et de génocide. Mais en attendant, Serki Shahinian, on a envie de savoir ce qui s'est passé pendant cette période pour comprendre si les actions des Arméniens, pétitions, l'Institut Zorian va nous parler tout à l'heure de la lettre écrite et présentée à la Cour européenne des droits de l'homme par des intellectuels ou des chercheurs qui travaillent sur le génocide ou sur les génocides, et toutes ces actions des CDCA à travers le monde. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Suisse, tout ceci a eu un impact ? Oui, nettement. Je vais être aussi très synthétique mais très clair en ce qui concerne les actions qui ont été menées. Dès le début, l'Institut Zorian et l'Association Suisse Arménie ont créé un pool de coordination qui s'est révélé être la clé de voûte de ce qu'on a aujourd'hui. Bon, on ne peut pas parler encore d'un succès, mais on est certainement en train d'aller vers un développement important, quoi que ce soit le résultat. Maintenant, il faudra évidemment assumer tous les conséquences et surtout les contenus que cet appel engendra, et notamment comprendre ce que ça permettra de faire dans le cadre de la Grande Chambre. Ce qui est important. Comment ? Sarkis, je voudrais vous préciser quelque chose. Il faut comprendre que quand le renvoi est accepté, c'est une nouvelle affaire qui commence. C'est-à-dire qu'on reprend le dossier à zéro.
Oui. Et donc, il n'y a plus aucune limitation. C'est-à-dire que les parties qui vont intervenir donc dans le réexamen de cette affaire pourront apporter de toutes nouvelles observations sur la question. Donc en fait, c'est pour ça que le renvoi est important, parce que l'affaire redémarre de zéro. Je suis très reconnaissant, Philippe, que vous dites ça, car c'est en fait la chose importante qui va créer les différentes ébauches des possibilités d'intervention, que ce soit de la part d'une haute partie contractante, que ce soit de la part d'un tiers intervenant au sens d'une personne ou d'un groupe de personnes qui sont intéressées directement par la chose. Et c'est ça qui va donner la possibilité de mettre quand même des contrepoints ou des précisions ou des compléments par rapport au contenu de l'appel qui sera fait par le gouvernement suisse. Et c'est là d'ailleurs qui donnera la possibilité d'avoir un cadre qui soit vraiment complet. Et là, la responsabilité des gens qui vont intervenir sera évidemment extrêmement importante. Alors, en attendant d'aller plus loin, moi je voudrais qu'on voit avec Vilma Kyumjian ce qu'a été la réaction des Turcs, ministère des Affaires étrangères, la rue, les médias. Est-ce que cette question, Vilma Kyumjian, a intéressé à haut niveau la Turquie et les Turcs? En fait, je devrais dire que cela, curieusement, n'a pas beaucoup intéressé l'opinion publique en Turquie, parce que le contexte actuel est complètement différent en Turquie. Il y a beaucoup de manifestations, il y a les élections locales qui s'approchent. C'est pour le 30 mars. Donc, et actuellement, donc il y a des manifestations suite à la mort de Berkin Elvan, cet adolescent de 15 ans qui était dans le coma depuis des manifestations de Gezi de l'année dernière. Donc cette affaire n'a pas beaucoup intéressé la presse. Avec des centaines de milliers de manifestants dans en Turquie. Tout le pays, oui, pas que à Istanbul seulement. Donc l'opinion publique est plutôt intéressée par cela. C'est seulement les journaux, la presse appartenant au Parti des travailleurs de Doğu Perinçek qui s'est intéressé à cette affaire. Ils ont donc, parce que il faut dire qu'ils avaient présenté cette décision comme une victoire pour eux. C'était comme si la Cour européenne des droits de l'homme avait confirmé que le génocide arménien était un mensonge. C'est comme ça qu'ils ont présenté cette décision. Pour ne pas dire aussi que Doğu Perinçek, depuis sa prison, parce qu'il était condamné à 112 années d'emprisonnement, bref, et depuis sa prison, il a félicité, il a envoyé des messages à ses militants qui, depuis quelques années, ne faisaient aucun meeting. Et là, du coup, après le 17 décembre, quelle victoire pour eux. Ils ont organisé leur première victime depuis quelques années. Et voilà, donc ils prennent de l'ampleur, de la force, et puis ils sont encouragés, en quelque sorte. C'est d'ailleurs ce que dit la Ligue des droits de l'homme de Turquie, qui dit, vous encouragez ces gens-là à renforcer leur haine anti-arménienne. Oui, parce que donc la liberté d'expression concernant le génocide arménien en Turquie n'est pas une simple affaire de liberté d'expression. Donc oui, il s'était présenté donc le Parti des travailleurs de Doğu Perinçek comme les sauveteurs de la Turquie dans cette matière qui est très important en fait, le génocide arménien pour eux. Et donc oui, revenons à la question. La presse appartenant au Parti des travailleurs, que ce soit la chaîne de télévision Ulusal Kanal ou la presse Aydınlık, le quotidien Aydınlık, c'est eux qui ont fait mention donc du recours. En quels termes quelle a été leur réaction? C'est surtout contre la Ligue des droits de l'homme qui a envoyé une lettre à la ministre de la Justice de la Suisse. Et donc, bien sûr, ils ont présenté ça comme un scandale
parce que il ne servait pas les intérêts du pays. La Ligue des droits de l'homme était contre les intérêts du pays et il se mettait du côté des traites. Il servait les intérêts de l'Occident, des impérialistes américains, etc. Donc moi c'est tout ce que j'ai trouvé. Et c'est seulement dans le journal. Sur le site internet de Démocrate Haber, donc qui est un quotidien sur internet qui est plutôt progressiste, Hrant Gasparian, un journaliste arménien de Turquie, qui a écrit bien sûr un article en faveur de ce recours. Alors donc pas beaucoup de réactions en Turquie, mais une réaction un peu tardive du ministre des Affaires étrangères, mais qui ne disait pas grand-chose, tout simplement. Alors justement, Serkis Shahinian, est-ce que en Suisse, vous avez des réactions? Je sais qu'il y a eu des publications dans Le Temps, dans des journaux comme ça. Quelle a été la teneur de ces déclarations, de ces réactions? Oui, il y a énormément à dire, Bartin, par rapport à la presse, et je voudrais que ce soit Greg Sarkissian qui parle directement des annonces qui ont été publiées du côté, justement, de l'Institut pour la recherche sur les droits de l'homme de l'Institut Zorian et de l'association nous le ferons tout à l'heure avec lui, mais moi je parle de la réaction turque en Suisse. Mais la réaction turque en Suisse a été justement une réponse à ces annonces qui ont été publiés sur le même quotidien et qui, à mon modeste avis, étaient plutôt dictés par la panique et qui reprenaient le discours négationniste de toujours, donc du fait que il s'agit que d'un discours de haine de la part de nationalistes arméniens, qu'il s'agit de remettre de toute façon en cause la question de la véridicité du génocide et que d'ailleurs les protocoles arméno-suisses prévoyaient la constitution d'une commission arméno-turque qui voudrait la constitution d'une commission d'historiens qui puisse statuer de nouveau sur la chose. Bon, c'est toujours le même discours, mais d'un point de vue de contenu, c'était vraiment très très faible. Et de toute façon, maintenant c'est trop tard. Évidemment, on aura affaire maintenant avec ce genre de réaction, mais la chose importante, c'est de ne se laisser pas maintenant déraper par ce genre de réaction et de continuer à faire notre travail. Ce qui est très important par contre, c'est que la réaction du gouvernement turc a été quand même assez nuancée. Et ceci a engendré aussi le fait que le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Yves Rossier, se rendra en Turquie lundi prochain et il rencontrera son homologue, Sinirli Orlu, justement et fort probablement, j'ai presque pas de doute, pour essayer de calmer un peu le jeu. Mais sur la base de ce que je venais de vous dire auparavant, c'est-à-dire de cette alliance stratégique que la Suisse avait nouée avec la Turquie le 10 octobre 2013 lors de la visite du ministre des Affaires étrangères. Oui, Rafik Al-Faïd. Oui, je voulais intervenir sur ce communiqué du ministère des Affaires étrangères turc parce qu'il n'est pas aussi violent que ça. Et on a même l'impression que pour eux c'était une décision déjà acquise. Je vais vous dire ces deux lignes du communiqué qui a été donc publié le 12 mars. Donc il y a 4 lignes pour rappeler le contexte et ils disent nous avons pleine confiance dans l'état de droit et nous attendons que la Grande Chambre confirmera une fois de plus et avec force que la liberté d'expression, qui est la pierre angulaire des sociétés démocratiques, sera sauvegardée. C'est le communiqué de qui ? Du ministère des Affaires étrangères turc. Et alors, dans ces deux lignes, c'est absolument extraordinaire. Il y a deux choses importantes à retenir dans ce communiqué. C'est que, ils ont déjà considéré que leur envoi était acquis.
C'est-à-dire que ils ne font même pas, ils n'ont même pas de doute sur le fait que le renvoi pourrait être rejeté. Deuxièmement, bon, c'est assez quand même cynique de la part de la Turquie de parler de liberté d'expression, alors qu'ils sont aujourd'hui sous les feux de la rampe et qui sont effectivement le pays où il y a le plus de journalistes emprisonnés. Où on interdit désormais aussi l'accès à Internet. Il y a des restrictions qui se mettent en place. Alors, comme le communiqué a été publié le 12 mars, moi je trouve qu'il est plutôt consentant. C'est-à-dire que ils sont pas très surpris. Bon, quand on connaît un petit peu les coulisses diplomatiques et notamment ce que expliquait Sarkis Şahinyan tout à l'heure sur ce qui a précédé cette décision, à mon avis, voilà, ils étaient préparés à ça, ils étaient informés de ce qui allait se passer. Ce qui est dans la logique des relations entre États. Alors la dernière phrase... Ça rappelle un peu la prise de position de Ahmet Davutoğlu, le ministre des Affaires étrangères turc, quand il était venu après l'élection de Hollande, il a rencontré Laurent Fabius et justement juste après cette rencontre, il y a eu une conférence donc à l'IFRI et où il disait à tout sourire que désormais nous allons avoir avec la France, on se souvient de ces relations très tendues à l'époque de la loi, donc nous allons désormais avoir avec la France une relation beaucoup plus basée sur, enfin beaucoup plus créative. On va pas se buter sur ces histoires-là. Donc c'est peut-être dans cette même logique que le même ministre des Affaires étrangères considère que on va pas trop parler de ça, allons vers l'essentiel ou, comme vous le disiez vous-même, faisons le travail, la suite dans les coulisses. Exactement. Donc permettez-moi d'aller directement... Je voulais juste ajouter à ce sujet que le gouvernement turc, dès le départ, quand Doğu Perinçek a fait recours de la décision suisse auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, n'était pas favorable. Il voulait pas que Doğu Perinçek fasse recours de cette décision. Et lorsque il a eu, enfin, la CEDH lui a donné raison à Doğu Perinçek dans la limite de la liberté d'expression, Doğu Perinçek leur a dit, vous voyez, c'est moi qui ai sauvé la Turquie contre vous. C'est vrai que parce que dans le cas contraire, ce serait encore plus catastrophique pour la Turquie. Permettez-moi d'interroger donc Dominique de Bouman, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, vice-président du Parti démocrate chrétien suisse et coprésident du groupe parlementaire Suisse-Arménie à l'Assemblée fédérale suisse. Monsieur de Bouman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, parlons un peu de ce qui se passe dans les coulisses des cercles politiques suisses jusqu'à donc cette date, le jour où la Suisse a finalement décidé de faire recours. Quelles étaient les tensions internes, sachant que le jour même, au sein de votre Parlement, il y avait un débat très houleux, mais que vous avez remporté là encore, qui demandait, et là il s'agit d'Oskar Freisinger, un collègue à vous, qui demandait que justement cette loi antiraciste soit j'allais dire, allégée plus ou moins. Absolument. Ce qui se passe, c'est qu'au-delà de la décision qui a été prise à Strasbourg et que nous souhaitions voir attaquée par notre gouvernement, il y avait tout un débat interne animé par l'Union démocratique du centre, dont les thèses sont souvent similaires à celles du Front national et qui appuie très fortement les théories négationnistes. Et ce parti avait annoncé que si cette décision de Strasbourg entrait en force, parce qu'il n'y aurait par exemple pas eu recours, à ce moment-là, il y aurait eu une offensive politique et juridique très forte de ce parti contre la norme antiracisme qui a été votée par le peuple suisse et donc qui est en pleine force et surtout en pleine légitimité. Et le jour même où le département de justice a chez nous décidé de porter la cause devant la Grande Chambre, il y a eu effectivement un peu par le hasard du calendrier une intervention d'Oskar Freisinger qui est membre de ce parti. Et quand je disais votre collègue, c'est pour dire membre du Parlement, pas dans le parti. Oui, ça n'est pas un collègue de parti. Moi, je suis démocrate chrétien, je ne suis pas négationniste. Et M.
M. Freisinger s'est battu ces derniers temps par voie de presse auprès d'un journal que vous connaissez, qui est celui d'extrême gauche en Turquie. Il s'est battu aussi à l'étranger, enfin dans différents médias. Il a non seulement nié la qualification de génocide propre au massacre de 1915, mais il a même mis en doute qu'il y ait eu ces morts. Donc la position et pourtant, il avait voté cette loi en Suisse il y a quelques années. Absolument. Il était en pleine contradiction parce qu'en 2003, et tous les protocoles sont là pour l'affirmer, il avait voté la reconnaissance du génocide arménien par le Conseil national de manière tout à fait consentante et consciente. Enfin, il est enseignant, il a une formation, il n'est pas dans la naïveté. Et maintenant, il a fait preuve d'une violence verbale qui était extrême, encore une fois, en niant même, ou enfin en se posant la question de savoir si les morts, les massacres avaient bien eu lieu. Cela signifie en termes très clairs que la position de notre collègue du Parlement allait même plus loin que la théorie officielle et la position traditionnelle du gouvernement turc. Alors vous pouvez vous imaginer que ce hasard du calendrier, parce que les motions sont débattues dans notre Parlement en complément des points principaux de l'ordre du jour, donc on ne sait pas exactement quand il y a de la disponibilité horaire. Bref, il y a eu ce hasard du calendrier qui a voulu que le jour même où le département de justice a décidé de porter la cause devant la Grande Chambre, eh bien que le Parlement, chez nous, a eu à débattre d'une proposition qu'il ne voulait pas encore supprimer comme telle la norme antiraciste, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et nier la Commission fédérale contre racisme, qui est une commission qui est très importante et qui est en fonction depuis de nombreuses années. Là, il s'agissait d'une proposition qu'il avait déposée en 2012 déjà, qui était connue pratiquement de personne parce que vous la déposez au secrétariat de l'Assemblée et il n'y a pas publication ou pas forcément écho autour de du dépôt de telles interventions. Et donc l'agenda a voulu que ce jour même, il a défendu une atténuation très forte de la norme antiracisme et il y a eu un vote extrêmement net de la part du Conseil national. Ça a été 129 non contre 55 oui et quelques abstentions. Il n'y avait pratiquement aucune autre voix en dehors de celle de son propre parti pour appuyer une telle remise en cause. Alors, ce qui est un peu curieux aujourd'hui, c'est de se rendre compte que ce parti, l'Union démocratique du centre, qui porte très mal son nom du centre parce qu'il n'a rien de centriste, ce parti veuille aller encore plus loin que la simple atténuation de la norme, alors même qu'il vient de recevoir une gifle et un désaveu cinglant de la part de l'ensemble du Conseil national. Donc nous sommes relativement optimistes par rapport à l'issue juridique et à l'issue politique que nous connaîtrons à l'intérieur du pays, mais nous devons être constamment vigilants parce que derrière ces démarches, derrière ces manœuvres, il y a quand même toute une série de réseaux et de liens avec des mouvements qui sont pas très fréquentables d'autres pays européens. Alors, Dominique de Bouman, si l'arrêt du 17 décembre de la Cour européenne des droits de l'homme, imaginons un instant que ça allait, si la Suisse ne faisait pas recours, donc ça pourrait être un arrêt définitif. Est-ce que suite à cet arrêt, aussi demain, il y a un échec à la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce que cela signifierait que la Suisse ne pourra plus désormais se servir encore de sa propre législation pour condamner dans l'avenir d'autres négationnistes? Alors, il y a un danger qui est évident, c'est que si la Grande Chambre devait confirmer l'arrêt de sa première instance, il y a un grand risque donc que le débat soit de nouveau entrepris dans notre pays par rapport à l'existence même de la norme antiracisme. Et là, nous nous battrions avec l'énergie la plus ferme sur le fond. Peut-être qu'il y aurait l'une ou l'autre modification à porter à la formulation de cet article 261 bis du Code pénal, mais il est hors de question d'abandonner le principe même d'une norme qui a été votée par le peuple. Chez nous, vous imaginez la légitimité que cela représente. Et d'autre part, si l'on abandonnait cette norme, ce serait la porte ouverte à tous les négationnismes, à la Shoah en premier lieu. Et on parle ces jours du Rwanda et de la reconnaissance du génocide rwandais. Eh bien, on pourrait dire aujourd'hui les pires horreurs, même en dehors du Parlement, même en dehors de l'immunité. Ce serait un recul de civilisation extrêmement grave. Et je peux vous assurer que quoi qu'il arrive, le groupe Suisse Arménie
se battra en faveur de cette norme qui a une pleine légitimité démocratique et populaire. Alors, on comprend très bien que pour la Suisse, il était très important de se défendre par rapport à l'application de sa législation, de se défendre parce que elle veut pénaliser, condamner le négationnisme de toutes sortes. Mais est-ce que c'est aussi par rapport à une sorte de défense de la cause arménienne, de la reconnaissance du génocide arménien que ce recours a été porté, décidé, ou il faut séparer les choses ici? Alors je crois qu'il faut effectivement séparer les choses parce que notre gouvernement en Suisse n'a pas encore officiellement reconnu le génocide arménien. Ça a été le cas de la part de la Chambre du peuple en 2003, le 16 décembre 2003 très précisément, mais le gouvernement parle pour le moment encore toujours de massacres très graves, d'horreur, mais n'utilise pas le terme de génocide. Donc si aujourd'hui notre département de justice a fait recours contre la décision de Strasbourg, il s'agit d'une défense de la norme antiracisme en tant que telle, mais cela ne signifie malheureusement pas encore un ralliement de la part du Conseil fédéral suisse à une évidence qui est celle du génocide et qui a été reconnue par l'histoire au moment même des faits en 1915. Merci Dominique de Bouman pour votre participation et pour tout le travail que vous faites sur ces sujets. Je rappelle que vous avez participé en tant que membre et coprésident du groupe parlementaire Suisse-Arménie à des voyages en Arménie, au Rarapar, et vous étiez aussi à la défense des questions liées au massacre, si puis-je dire, des Khachkars de Julfa. Merci. Absolument, et j'aimerais profiter aussi avant de prendre congé de vous, j'aimerais aussi profiter de ma présence sur vos ondes pour souligner le travail remarquable et opiniâtre de Sarkis Shahinyan qui est sur nos ondes aussi maintenant et qui fait que notre groupe parlementaire Suisse-Arménie est toujours documenté, toujours à même de convaincre, et je crois que c'est une contribution très importante à la cause arménienne. Merci pour ce témoignage aussi. Donc, Rafik Al-Fayan, justement, je parlais de ce que peut être la conséquence en cas d'une décision favorable ou défavorable de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut supposer pour la suite dans les deux cas? Bon, d'abord, moi je suis plutôt optimiste sur le plan juridique. Le motif officiel qui a été publié par l'Office fédéral de justice suisse est en soi un motif qui est largement documenté et développé. Et bien entendu qu'il n'est pas question de dévoiler ici sur les ondes toute l'argumentation et toute la jurisprudence qui est venue étayer cet aspect-là. Mais je suis relativement optimiste sur le fait que le renvoi sera accepté. Et comme je venais de vous le dire, le communiqué officiel du ministre des Affaires étrangères turc considère que c'est déjà acquis. Donc, ça veut dire que dès aujourd'hui, il faut se préparer effectivement à l'ouverture du nouveau dossier. Alors là, il y a plusieurs acteurs. Il y a effectivement le gouvernement suisse qui va faire son travail. Il faut impérativement, et j'ai de bonnes raisons de penser que ce sera ainsi, que le gouvernement arménien va demander à intervenir. Et donc Sarkis Shahinyan et Greg Sarkissian de l'Institut Zorian ont effectivement l'intention, mais ça c'est à eux d'en parler, de constituer une coalition d'ONG arméniennes qui va demander à intervenir au nom de tous les descendants des victimes du génocide arménien, ce qui est et ça doit se faire effectivement au travers de Suisse-Arménie, parce que Suisse-Arménie, il faut le rappeler, est la première association qui a déposé plainte contre Perinček et donc qui est à l'origine de toute cette affaire. Ça, c'est la première justification qui ferait
que la demande d'intervention de Suisse-Arménie serait acceptée. Et la deuxième justification serait effectivement cette coalition d'Arméniens de la diaspora au travers de Suisse-Arménie. Et donc, voilà, les axes de travail, c'est ça, c'est apporter sa contribution intellectuelle, documentaire au gouvernement suisse, au gouvernement arménien et à la coalition qui va se faire autour de Suisse-Arménie. Alors, justement, Sarkisian, il y a des nouvelles que vous nous donnez pas. Nous sommes obligés de les prendre de Rafik Al-Fayan. Dites-nous plus sur cette coalition qui se prépare et votre intention, justement, d'appuyer ce processus. En ce moment, Vartan, je ne peux pas vous en dire plus. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a ce pool constitué par l'Institut Zorian et l'Association Suisse-Arménie, qui évidemment vise à se faire reconnaître avec un pool d'autres ONG. Et là, on est en train de prendre nos contacts pour essayer d'avoir la meilleure représentativité d'un point de vue du côté des victimes de ce génocide, car c'est bien évidemment ça le centre d'intérêt que nous allons défendre, outre le fait, d'un point de vue juridique, de tout ce qui a été fait, à notre avis, de façon fausse dans l'arrêt, et qui est compris dans l'arrêt du 17 décembre. Mais au-delà de ça, j'aimerais pour le moment rester, disons comme ça, un petit comité. C'est évident que notre travail visera la constitution de cette coalition, mais ce ne sera pas le seul domaine où on sera actif. Très bien. Alors, nous allons faire un tour. On s'adressera à la représentante de la Ligue des droits de l'homme d'Istanbul, Ayşe Kunaysou, qui est avec nous. Bonjour. Merhaba Ayşe. Donc, Merhaba. merci Vilma de nous faire cette traduction. Alors, ce qu'on voudrait savoir, on sait que la Ligue des droits de l'homme d'Istanbul a adressé une lettre assez détaillée suite à l'arrêt du 17 décembre de la Cour européenne des droits de l'homme, et que là, il y a des arguments qui sont infaillibles. Alors d'abord, quelle a été votre première réaction? Là, vous parlez dans votre lettre de profonde déception. Siz ihade olarak bir mektup yolladınız. 17 Aralık kararı hakkında bayağı detaylı bir mektuptu bu. Sizin ilk tepkileriniz neydi bu konu hakkında, bu karar hakkında? Bizim için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı büyük bir sürpriz oldu. Hiç beklemiyorduk. C'était en fait une grande surprise pour nous, cette déception. Une surprise dans le sens déception, elle veut dire. Çünkü insan hakları ihlallerine karşı, Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim için bir güvenceydi. En fait, pour bu nous, nedenle hiç beklemedik. Donc c'était une déception parce que l'association, enfin les droits de l'homme pour nous, la Cour européenne des droits de l'homme pour nous, c'était une assurance contre les violations des droits de l'homme en Turquie. Bunun üzerine biz İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde bir komisyonumuz var. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı komisyon. Nous avons un comité dans l'association des droits de l'homme à Istanbul qui s'appelle le comité contre le racisme et les discriminations. Biz komisyon olarak İsviçre Adalet Bakanlığı'nda bir mektup gönderip soykırım inkarının aslında Türkiye için ne demek olduğunu anlatmak istedik ve itiraz hakkını kullanmaya davet ettik. İtiraz etsinler istedik. AİHM'in bu kararına. Nous avons voulu que
le ministère de la Justice suisse fasse usage de son droit de recours contre cette décision à la Cour européenne des droits de l'homme. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi soykırımın inkarını basit bir düşünce ayrılığı, bir fikir ayrılığı olarak kabul etmiş ve bunu düşünce özgürlüğü kapsamına almıştı. Oysa soykırım inkarı bu değildi. Türkiye için ne olduğunu anlatmak istedik. En fait, nous avons voulu expliquer à la Suisse et à la Cour européenne des droits de l'homme que le négationnisme du génocide n'est pas une simple affaire de liberté d'expression. Surtout en Turquie, c'est ce que nous avons voulu leur expliquer. Justement, vous dites dans votre lettre que en Turquie, la négation du génocide, ça n'est pas seulement une position passive, mais c'est une agression active. Et en cela, selon vous, la Cour européenne des droits de l'homme encourage les négationnistes en Turquie même, dans leur vocation. Siz mektubunuzda şunu anlatıyorsunuz, yani bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının Türkiye'deki bu ihlallerini, insan hakları çevresindeki ihlallerini cesaretlendirdiğini söylüyorsunuz, öyle değil mi? Tabii ki öyle. Tam da onu anlatmaya çalıştık. C'est ce que je voulais vous expliquer. Şöyle, soykırım inkarı bir devletin soykırım politikasının devam etmesi anlamına geliyor. Soykırımın bir devamı anlamına geliyor. Le négationnisme du génocide vient à dire que le génocide de l'État continue toujours. Vient à dire d'approuver le génocide qu'a commis un État. Türkiye'de soykırımın inkarı devletin kendi yurttaşlarına karşı suç işlemesini haklı göstermektir. Bu yüzden Türkiye'de soykırımdan itibaren bütün Cumhuriyet tarihindeki bütün insan hakları ihlalinden soykırımın inkarı sorumlu. Donc, ça signifie aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'approuver le négationnisme, c'est d'approuver ce génocide, c'est d'approuver toutes les violations commises envers les citoyens de la République turque. Bilmem, soykırımın inkarı devlet yurttaşlarına karşı suç işleyebilir anlamına gelir. Ça signifie que le négationnisme du génocide signifie que un État peut commettre un génocide contre ses citoyens, envers ses citoyens. Alors, moi, je voudrais poser aussi la question à Ayşe Konaysou sur le rôle que joue ce comité Talat Pacha, et surtout que la Cour européenne des droits de l'homme a apparemment à plusieurs reprises, d'après ce qu'on lit dans votre lettre, a condamné ce comité Talat Pacha, justement présidé par Perinçek, à plusieurs reprises, donc pour violation des droits de l'homme, et puis il y a eu plusieurs condamnations. Bu Talat Paşa Komitesi'nin yaptıkları hakkında yani bir şeyler söyleyebilir misiniz? Rolünü anlatabilir misiniz? Tabii. Ve şunu da demek istiyorum. AİHM birkaç kere bu Talat Paşa Komitesi'nin yaptıklarını birkaç kere itham etti. Onlar hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Tabii. Avrupa Birliği'nin Türkiye hakkındaki ilerleme raporunda 2006'da Talat Paşa Komitesi'nin ırkçılık yaptığını ve devlet tarafından faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini belirtmişti.
Dans le rapport d'avancement de l'Union européenne, il avait été fait mention que le comité de Talat Pacha était faisait du racisme et avait conseillé à la Turquie d'interdire ce comité. Şunu söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Devletin soykırım inkarı için kullandığı bütün argümanlar Türkiye toplumunun büyük bir bölümü tarafından benimseniyor. Çünkü tarih yalan üzerine yazıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihi tekrar yazdı ve yalan yazdı ve toplumun büyük bir kısmı buna inanıyor hala. La Turquie, la Turquie a fait une révision de son histoire. Elle ment sur son histoire. Et ce que je veux dire, c'est que les citoyens turcs croient à ce mensonge. Ils approuvent ce mensonge. Alors justement, moi je voudrais, par rapport à la Ligue de défense des droits de l'homme d'Istanbul et de Turquie d'une manière générale, quelle est la réaction du public turc par rapport à votre action? Est-ce que, on le disait tout à l'heure, vous êtes considérés un peu comme des traîtres parce que vous défendez les Arméniens en quelque sorte? Sizin yaptıklarınızla ilgili Türk halkı ne düşünüyor? Yani bu size karşı bir tepki falan var mı? Vatan haini olarak görüyorlar. Yani bütün Türk halkı değil ama Türk halkının büyük çoğunluğu biz onlar için devlete karşı olan, Türkiye'ye karşı olan, vatanına ihanet eden insanlarız. Pas tous, bien sûr, mais la majorité du peuple turc nous considère comme des traîtres à l'État, comme des gens qui sont contre les intérêts de l'État turc. Evet. Bir şey eklemek istiyorum. Türkiye'de soykırımın inkarı basitçe biz soykırım yapmadık demek değildir. Devam edeceğim, bunu söyle. Donc ce que je veux ajouter, c'est que nier le génocide en Turquie, ce n'est pas dire tout simplement nous n'avons pas commis de génocide. C'est autre chose. Şu tezler soykırım yapmakta haklıydık demektir. C'est dire que nous avions raison de commettre ce génocide, de commettre. D'ailleurs, dans la lettre... Devam edeceğim. Je continue. 2. Ermeniler onlara yapılanı hak etmiştir. Ermeniler Türklere düşmandır ve Ermenilere güvenilmez. Soykırım inkarı bu şekilde bir Ermenilere karşı nefret ve ırkçılık yaratmıştır. Hala da devam ediyor. Donc le négationnisme a créé une animosité contre le peuple arménien. Donc nier le génocide, c'est continuer à c'est d'approuver que ce génocide existe, que les Arméniens sont les ennemis de la Turquie. Ils ont mérité ce génocide. Ils l'ont mérité, oui, et ils les ont poignardés par derrière. Ermeniler hak etmiştir yapılanı. Mérité, evet, o. Tamam. Merci Ayşe Gunaysou pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous rappelons que vous avez publié cette lettre adressée à la fois à la Suisse, justement à la ministre de la Justice, mais également finalement à la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'ils voient noir sur blanc toute l'argumentation que vous avancez pour dire ô combien leur arrêt était néfaste à la défense des droits de l'homme en Turquie, au-delà de la question arménienne, et l'impact que cet arrêt pouvait avoir sur le frein à la démocratisation de votre pays. Merci beaucoup. Donc, Merci beaucoup. Evet. Bir şey eklemek istiyorum. Est-ce que je peux je ajouter vous quelque en chose? prie.
Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Avrupa'daki bütün herkese şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Almanya Holocaust'u inkar etseydi bugünkü Avrupa olur muydu? Bugünkü Avrupa Birliği olur muydu? Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olur muydu? Donc, moi, Sorum budur. Ce que je veux demander à toute l'Europe et surtout à la Cour européenne des droits de l'homme, si jamais le génocide, l'Holocauste avait été nié par l'État allemand, est-ce que vous qui vivez maintenant en Europe, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que la CEDH existerait actuellement? Et est-ce que vous, qui vivez en Europe, est-ce que vous auriez les mêmes droits actuellement en Europe? C'est ce que je veux vous demander. Merci beaucoup pour cette intervention Ayşe Gunaysu depuis la Turquie. Teşekkür ederim Vilma. Ben de sizlere teşekkür ediyorum benimle konuştuğunuz için. Je vous remercie également de m'avoir invité. C'est nous. Nous poursuivons avec Greg Sarkissian, qui est le président de l'Institut Zorian, qui a fait, donc, nous le disions tout à l'heure, ce travail important concernant la publication de cette lettre des chercheurs qui travaillent sur les génocides. Cette interview sera en arménien, mais je ferai un résumé de chaque intervention en français. Baron Sarkissian, parev. Շնորհակալ ենք, որ մեզ եկեք, ուրեմն որպեսի արագ ներկայացնենք մեր ունգընտիրներուն ինչպես պատահեցավ, որու նախաձեռնություններ այդ նամակը պատրաստելը, որու մեջ բազմաթիվ անուններ կան գիտնականներու, որոնք այսօր մասնակցած են ցեղասպանության հարցով. Qui était à l'initiative et parlez-nous un petit peu de cette lettre qui a été adressée à la Cour européenne des droits de l'homme. Rametsek. Ուրեմն որպեսզի background, այսինքն պատմականը անել թե մենք ինչ ծավով կազմակերպեցինք կամ կազմակերպության մաս կազմեցինք, երբ այս վճիրը արձակվեցավ դեկտեմբեր 17-ին, մեր ընդհանուր մեր խորհրդի նախագահ Ռոջեր Սմիթը, պրոֆեսոր Ռոջեր Սմիթը մեզի ժողովի կանչեց եւ բացատրեց, թե այս Թադավջրի ասենք վտանգավոր լալու իմաստը եւ թե ինչու պայման է որ մենք մոբիլիզացիայի կամ խթանելու մեր ազգային բոլոր հաստատությունները եւ մանավանդ Swiss Armenian Association-ի մասնակցությունը որովհետեւ գարենանք հեղաշրջել այս որոշումը, որ շատ վտանգավոր իմաստ ուներ մեր ասկային կամ մեր նույնիսկ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերության մեջ եւ առնչությամբ Զորյան եւ SAA հաստատությունները խմբավորումը կազմեցին, որը նաեւ հրավիրվեցավ հայ-հեղափոխական դաշնակցությունը եւ բարեգործական ընդհանրությունը, որբեսի մասնակցի մեր առաջնահերթ ժողովին։ Ատկերստուց որպես կորզաթիր մարմինը ստեղծվեցավ Զորյանի եւ SAA-ի միջև, որոնք ունեցան հետևյալ խմբավորումները, գիտական այսպես պատմակետներու խմբավորումը, օրենսգիտական հմուտ վարպետներու խմբավորումը եւ բարոն Շահինյանի եւ Զորյան հաստատության executive director բարոն Շիրինյանի կողմէ գաբակցություններ հաստատվեցան տարբեր NGO-ներու եւ տարբեր պատմակետներու հետ եւ այդ պատմակետներու աշխատանքի մեջ որբեսի այդ հայտարարությունը լա Ռոջեր Սմիթը, Բալակյանը եւ Թաներ Ակչյանը մեծ թեր ունեցան այդ բոլորը կողքովի բերելու եւ այդ հաստատումը Alors justement, après l'arrêt du 17 décembre, nous voulions voir comment donner une réponse à cet arrêt et c'est là qu'on s'est réunis avec plusieurs organisations, essentiellement avec Sarkissian et Suisse Arménie, l'association Suisse Arménie, en faisant appel aussi à la Fédération révolutionnaire arménienne Tashnak Tutun et à l'UQAB pour constituer des équipes de travail, de juristes, de chercheurs
des historiens, et c'est grâce aussi aux efforts de Akcham, Smith et Balakian que nous avons pu mettre en évidence et mettre en avant justement cette fameuse lettre que nous avons pu publier. Ինչ հետևանք եւ մանավանդ ինչ աշխատանք պետք է հիմա տարվի ընդհանրապես ըստ ցեզի հայության կողմէ, որովհետեւ մենք կարողանանք հաջողություն գտնել այս անգամ կրկին Եվրոպայի մարդու իրավունքներու ադյանի մոտ. Quel travail doit-on mener tous ensemble pour qu'on puisse inscrire une nouvelle réussite cette fois-ci auprès de la grande chambre de la CEDH? Այդ հարցում պատասխանելու համար նախ պիտի ուզեմ հաստատել, թե շատ կարևոր է, որ մենք մեր ընդհանրական հայացք ունենանք մեկ կարևոր իրականության վրա, թե երկու ժողովուրդներու, թուրք եւ հայ ժողովուրդներու համերաշխության եւ բարեկամության գլխավոր խոչընդոտը մեր զույգ երկիրներու հասարակած պատմության դարբեր բացատրություններն են, այսինքն հայկական եւ թուրքական պատմության բացատրությունը գդարբերի իրար մե եւ մինչեւ այն ադեմ որ այդ պատմությունը գդարբերի եւ մանավանդ կառավարություններ կորոշեն թե ինչ պետք է լինի այդ պատմությունը այս բարակային խոսքը թուրք կառավարության մասին է փոխանակ ունենալու իսկական պատմական իրականություններու հիման վրա հաստատված իրողությունը նկատի առնելու այդ մեկը խոչընդոտ կդառնա երկու ժողովուրդներու բարեկամության ուրեմն մեր մեկնագետը այն պայման որ այս թադախազի որոշումը չէ այլ նաև վերջնականորեն այս հասցը իրականության հիման վրա պատմության իրականության վրա հաստատել որ երկու civil society-ները ունենան հասարակած պատմություն եւ աթարնա միջոցառում որ վերցնենք այդ խոչընդոտը երկու ժողովուրդներու բարեկամության ուրեմն այս ակնոցեն դիտված մենք մոդենանք այս հարցին. Alors notre observation est que il faut d'abord parler de la réconciliation entre les deux peuples arméniens et turcs, mais cette réconciliation devient difficile à cause de la différence qu'il y a dans la connaissance de l'histoire entre les deux peuples. Nous avons des approches et des regards différents, et là le tort va plutôt vers la Turquie qui a une interprétation de l'histoire, ou en tout cas avec ce qu'on en sait, donc une vision de l'histoire qui concerne ces pages noires, qui est très, qui a une interprétation erronée justement de la réalité historique, et c'est ça le principal frein que nous avons face à nous pour avancer, parce que le but essentiel c'est pas ce qui se passe dans la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est la réconciliation à laquelle on devrait arriver. Mais voici qu'il y a des liens à cette réconciliation. Que faire dans la pratique pour avancer justement. Ուրեմն այդ իմաստով որ բացրեցի թե մեր մեկնագետը ինչ է նախապայման է որ հասարակությունը լա Թուրքիո կամ լա Հայաստանի կամ Եվրոպայի պետք է լավ ճանաչի այն հարցերը որոնք արիտ տրվեցան այսպիսի թադավջերիմը որ ուներ իր քաղաքական բնույթը արգախ որ տեխնիկական եւ procedural սխալմունքներ ուներ ուրեմն մեր առաջին քայլը եղավ անցնող 90 օրվա ընթացքին Swiss Armenian եւ Զորյանի կողքովի փերած օրենսգիտական հմուտ մարդկանց միջոցով մեջտեղ բերել այն փողակրի ասենք բաժենը որ պետք է ներկայացվեր Սվիցերիո արտահայտության նախարարության այդ մեկը նպատակագետ ուներ որ համոզ Nous avons perdu la voix de Greg Sarkissian, président de l'Institut Zorian, qui nous disait que justement pour arriver à cette réconciliation au but que nous souhaitions, il fallait passer par la pédagogie auprès de la société civile et justement c'était l'intention initiale de cette lettre qui a été adressée au ministère de la Justice suisse, au-delà des aspects procéduraux, des aspects techniques, les défaillances ici et là. Ce qui est important, c'est cette pédagogie
à grande échelle des sociétés civiles pour que justement nous puissions aller de l'avant. Nous sommes également en ligne avec Hagop Der Khachaturian, membre du Bureau mondial de la FRA Tashnak Tutun et président du Conseil mondial des CDCA. Hagop Der Khachaturian, bonjour. Allô? Alors nous allons attendre que la connexion soit rétablie avec Hagop Der Khachaturian, que nous prenons tout de suite. Alors, en attendant, on me fait signe qu'il faut... Ah, donc nous sommes toujours avec Greg Sarkissian, donc la connexion a été rétablie. Baron Sarkissian. Այո։ Ես տարկմանեցի ձեր վերջին խոսքերը, Չէ, սա դուք հացուցիք, որ հաջորդալ քայլերը Այո։ ինչ պետք է ելան, ուզեցի այդ մասին ակնարկ մանել, խնդրեմ, հրամեցեք։ որ ագախ թե եվրոպական ասենք մարդկային իրավանց Թադաստանի ներկայացվելիք զիվիցերիական գոմի ասենք պատճառաբանության մենք պետք է աշխատանք տանել հետևյալ կետնի վրա առաջին հաստատել թե պատմական իրականություն հայկական ցեղասպանության որ ուրացման կամ negation-ի հաստատած է տադախազներու կողմէ որոշումը տադավճիրը երկրորդ որ Փերինչեկը իսկապես ինչ տեսակի անցմն է թե ինչ տեսակ նացիոնալիստ եւ հագագրանք հայության եւ ռասիզմի ասենք հարաճացնող մարդմն է անցմն է թե ինչպես թե հայկական ցեղասպանության ուրացումը կգնա հայադյացություն եւ ռասիզմ բերել Թուրքիո մեջ ինչպես է բարական Հրանտինկի մահվան չորրորդ թե ինչպես կարելի է այս անհամեմատ ծևով դիտել հոլոկոստի ուրացումը versus հայկական ցեղասպանության ուրացումը պետք է ադիգա ցույց տալ որ համադեղ չէր որոշումը եւ վերջո զիվիցերիական օրենքը չհագասեր այս պատմական իրականությունները եվրոպական մարդկային իրավանց Թադաստանի ասենք կորտի մեջ Այո։ Այս է գլխավոր մեր նպատակագետը եւ այս առընչությամբ մենք հավաքած ենք պետք եղած մարդկային ուժը լա քիդական, լա օրենսդրական, որ իրենց աշխատանքը իսպասցնեն այս օբյեկտիվին, որբեսի ultimately հայ եւ թուրք հասարակությունը իսկապես տեղյակ գլա պատմության Շնորհակալություն ձեր հրազանքի համար, ես փորձեմ թարգմանել. Donc, finalement, pour aller au but, quel est l'objectif de notre démarche? C'est d'abord d'établir la vérité historique. Deuxièmement, mettre en avant le vrai visage raciste et négationniste de Ruth Perinček. Troisièmement, expliquer comment le négationnisme peut développer du racisme en Turquie même. Quatrièmement, comment la comparaison entre l'Holocauste juif et le génocide arménien est important pour qu'il y ait un équilibre et une vision juste de ces deux génocides quand on parle donc de négationnisme et enfin d'expliquer que la loi suisse ne contredit pas, la loi antiraciste suisse sur la base de laquelle donc Perinček a été condamné, ne contredit pas les principes de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'était Greg Sarkissian, le président de l'Institut Zorian, et justement nous sommes maintenant avec Hagop Der Khachaturian, membre du Bureau mondial de la FRA et président du Conseil mondial des CDCA. Hagop Der Khachaturian, bonjour enfin. Bonjour à tous. Voilà, nous savons qu'il est très très tôt, 5-6 heures chez vous. Merci de vous lever très tôt pour nous. Avec grand plaisir. Alors, essayons de voir quelle a été l'action justement des CDCA, parce que nous savons qu'il y a eu pas mal d'entretiens avec des ambassadeurs de Suisse à travers le monde. 2 mots sur cette action d'abord. Effectivement, quand on a eu la nouvelle de la décision rendue par le
petit cours, c'était très intéressant pour nous de voir les répercussions politiques, parce que c'est pas juste légal et juridique de cet aspect. Une des premières décisions prises, c'était de contacter les différentes ambassades à travers le monde, et on a mobilisé notre réseau des CDCA mondiaux pour qu'ils demandent des rencontres avec les différents ambassadeurs et aussi de faire des interventions après des institutions en Europe aussi. Et je suis très content de voir que l'écho de ces différentes rencontres à travers à peu près 25 pays ont donné fruit parce que nous avons eu beaucoup d'interactions et des réponses directement des ambassades qui nous ont accueillis et qui ont promis de transférer notre inquiétude et nos demandes au gouvernement suisse. Alors justement, quand on sait que le ministère des Affaires étrangères suisse a une position un peu différente parce qu'il y a ces alliances qui se nouent avec la Turquie et les ambassades sont là pour relayer l'action diplomatique de la Suisse et surtout aussi sur la question turque, sur ses relations avec la Turquie, ne pensez-vous pas que finalement vous n'aviez pas beaucoup d'impact sur ce réseau de diplomates suisses à travers le monde parce que en haut il y a une autre approche vis-à-vis des relations avec la Turquie? Mais évidemment, sauf que ça nécessitait absolument qu'on essaye d'avoir l'impact. Et nous, on croit que les différentes rencontres et les différentes pressions qu'on a fait à travers le monde ont vraiment donné fruit. C'était pas un impact mineur. Et nous avons coordonné aussi certains de nos efforts, évidemment, avec l'association Suisse-Arménie. On était en contact avec eux directement parce qu'on sait que c'est cette organisation, sous le leadership de M. Shahinian, qui pilotait les efforts dans la République helvétique. Alors, dans la Confédération helvétique. Donc, c'était très important pour nous de impressionner le gouvernement suisse que c'est pas un enjeu local, que c'est un enjeu mondial et que tous les Arméniens sont mobilisés. Et en même temps, on a aussi ouvert des canaux avec le gouvernement de la République arménienne pour qu'ils prennent des positions proactive dans ce sens-là. Alors justement, et comme M. Kalfayan disait, je suis d'accord avec lui que moi aussi je suis optimiste que si une décision est rendue au niveau de la Grande Chambre pour accepter l'appel, que la République de l'Arménie prendra une approche plus active. Alors justement, ça nous ramène d'une manière plus générale sur la politique, la diplomatie arménienne vis-à-vis, non, je ne parle pas sur tous les aspects de la diplomatie arménienne, mais sur ces questions liées à la reconnaissance du génocide, les pressions. Alors, est-ce que vous avez d'écho par rapport à l'impact de César et de la Cour européenne des droits de l'homme, de l'interférence de la Suisse sur les affaires arméno-turques? Est-ce que il y a un retour probable? Est-ce que vous avez des échos sur ce qui peuvent être demain les protocoles arméno-turcs? Est-ce que la Suisse joue encore un rôle? Parce qu'il est important de voir cette décision de la justice suisse sous l'angle aussi des protocoles dont la Suisse a été l'intermédiaire, si je puis dire, le médiateur. Mais vous avez absolument raison que la Suisse demeure toujours l'intermédiaire. C'est extrêmement probable que des considérations politiques rentrent dans n'importe quelle décision que le gouvernement suisse prend, parce que effectivement il demeure cet intervenant important pour les protocoles. Et comme vous le savez, pour Tashnak Tchouktchoun, la Fédération révolutionnaire arménienne, c'était des négociations inacceptables avec des résultats inacceptables. Mais mais de dire que la Suisse est pas sensible à cet aspect, ce n'est pas vrai. Donc c'est clair que dans les décisions que le gouvernement va prendre, pas juste un ministère, mais en général le gouvernement, ils vont prendre en considération leur rôle aussi. Alors justement, maintenant, c'est à nous d'encourager, c'est à nous de faire de la pression internationale, premièrement pour encourager que la Grande Chambre acceptera le renvoi, suivre attentivement les différentes démarches de cette Chambre et aussi analyser les moyens qu'on est en train de le faire avec un effort pan-arménien, comme les différents intervenants ont déjà mentionné. Et je suis très content que dans ce cas-là, on essaye de coordonner, on essaye de
intégrer les différents efforts pan-arméniens pour arriver avec une situation où on peut présenter un visage unifié vers cette question très importante. Parce que comme vous disiez avant, pour le gouvernement suisse, c'est une question de racisme et on est tout à fait d'accord, comme disait Martine Braunschweig-Graf, la présidente de la Commission fédérale contre le racisme en Suisse, que le racisme n'est pas une opinion. Donc il y a des questions comme le racisme, le génocide, qu'il faut absolument travailler pour éviter ce débat, parce que c'est pas un débat. Le génocide est un fait. Il faut absolument éviter d'encourager une narration négationniste ou de commencer une vague de négationnisme qui est liée avec cette décision. Alors, Hagop Terkhachadourian, pour revenir à l'appréciation politique de cette affaire, au-delà des aspects médiatiques, juridiques, qu'est-ce qui, selon vous, est-ce que, selon vous d'abord, il y a eu une négociation, parce qu'on sait que le ministre arménien des Affaires étrangères a rencontré son homologue il y a quelques jours dans le cadre d'un sommet. La Suisse avec la Turquie, il y a un chemin ouvert entre les deux pays. Est-ce que vous pensez que il y a une sorte de marchandage, si je puis dire? Je ne peux pas dire, mais l'important c'est de dire que l'Arménie n'était pas indifférente à cette question-là. Mais pour savoir exactement les différentes pensées et les différents calculs que le gouvernement arménien a fait, il faut poser la question aux représentants du gouvernement. Je ne peux pas parler pour eux, mais l'important c'est de dire que on est dans une étape où il faut créer absolument un consensus général. Donc il faut concentrer nos efforts pour amener toutes les parties ensemble, et comme les différents intervenants ont mentionné déjà, on est en train de le faire et on espère qu'avec ce visage unifié, on pourrait éviter d'avoir même des petites notes de dissension dans la communauté arménienne mondiale. Merci Hagop Terkhachadourian pour vos interventions et nous revenons à Sarkis Shahinian. Vous êtes toujours avec nous? Je suis toujours avec vous. Merci. Donc Sarkis Shahinian, essayons de conclure sur ce que vous allez faire, parce que nous avons entendu que vous avez un rôle privilégié, d'abord vu votre présence géographique en Suisse, mais aussi votre activisme. Donc, on sait que vous n'allez pas nous dévoiler votre stratégie, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de forces politiques, des forces associatives, des individus à travers la diaspora qui peuvent beaucoup apporter, au-delà des structures que nous avons mentionnées ici, les CDCA, Zorian, vous-même. Comment peut-on faire de cette opportunité vraiment l'occasion de montrer une fois pour toutes, comme le disait tout à l'heure Greg Sarkissian, à la société civile mondiale, que ça suffit, on ne peut plus jouer avec ces questions de négation du génocide arménien? Je pense qu'on est arrivé à un moment crucial de la définition de la question arménienne à niveau mondial, mais surtout au niveau des relations entre la diaspora et l'Arménie. Et pour cela, le recours que j'espère sera accueilli par les 5 juges de la Grande Chambre donnera l'occasion pour définir les points cruciaux de cette question. Je le dis parce que elles ont une implication directe dans le futur du développement de la question arménienne, et notamment des relations entre les Arméniens et les Turcs et entre l'Arménie et la Turquie. Ce qui est très important, c'est que pour une fois, on arrive à partir d'une conception qui part des capacités, des compétences de chaque intervenant qui se retrouve dans le plateau. Je parle dans le plateau qui s'est créé dans l'espace de ces 3 mois qui nous séparent de la décision du 17 décembre. Il y a plusieurs intervenants qui se sont manifestés de façon différente. On a reconnu les qualités et les possibilités que chaque intervenant a,
et ce sera maintenant. Le succès dépendra de faire de façon que chaque compétence soit utilisée dans le bon endroit. Et permettez-moi de dire que je suis assez confiant. Merci. Merci Sarkis Shahinian. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur de l'association Suisse Arménie. Rafik Al-Fayan, pour conclure, je sais que vous avez tellement de choses à nous dire et le temps était trop court à cause des différentes interventions aujourd'hui et les traductions. Mais nous aurons l'occasion de parler sûrement de cette question dans les semaines ou mois à venir. Mais un mot de conclusion, vous êtes vous-même très confiant sur le plan juridique, mais ça n'empêche pas qu'il y ait toujours, et on a souvent l'impression, beaucoup d'entre nous, pour l'arrêt du 17 décembre, qu'il y a eu là quelque chose d'illogique. Vous avez tout à l'heure parlé de violation de certains principes de la Cour elle-même. Est-ce que, il ne peut y avoir d'interférence politique, justement? Alors, je vais essayer de conclure sur plusieurs points. Notamment rebondir sur des choses qui ont déjà été dites. Donc moi aussi, je voudrais publiquement dire combien le travail de coordination qui a été fait par Suisse Arménie et M. Shahinian ont été importants dans cette étape. Il n'est pas du tout l'heure effectivement, comme M. Shahinian restait très discret, je le suis aussi sur qui a apporté quoi dans cette affaire. Cela étant, Greg Sarkissian a évoqué une stratégie, je dirais, un petit peu philosophique sur ce qui devrait être fait. Je voudrais simplement rappeler aux différents intervenants, et M. Sarkissian en particulier, que ce qui va se jouer à la Grande Chambre, si jamais, bien sûr, le renvoi est accepté, ce n'est pas du tout un débat sur la qualification du génocide. Qu'on ne se trompe pas. À aucun moment, la Cour européenne des droits de l'homme ne rentrera dans ce débat. Ce n'est ni son rôle, ni dans son pouvoir. Ce n'est pas dans la Convention. Pourtant, il y a eu des appréciations dans l'arrêt qui disaient ce génocide n'a jamais été finalement reconnu par une juridiction oui, mais c'est pas par rapport à la qualification. C'est par rapport au fait incriminé à Adogu Perinček, à ses paroles. Donc, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de décision sur la qualification. En revanche, tout le débat juridique que j'espère, donc autour effectivement des propos de Perinček, qui doivent être analysés et interprétés dans leur contexte global et non pas de manière parcellaire et biaisée comme les juges de la deuxième section de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont fait. Dans ce cadre-là, effectivement, un certain nombre de faits vont être mis en avant. Mais il ne faut pas se tromper sur l'ordre des choses. La Cour européenne des droits de l'homme va établir une jurisprudence sur les limites à la liberté d'expression en relation avec la répression de la négation de crimes internationaux ou de racisme. Il est là le débat. Donc, donc toutes les observations écrites ou les interventions qui vont avoir lieu doivent partir de cela et non pas des faits historiques ou des émotions ressenties par les Arméniens. Je suis volontairement provocateur sur ce point-là. Le débat n'est pas autour du génocide arménien. Alors, vous avez dit si le recours est admis, est-ce qu'il y a un risque que la Grande Chambre ne rejette cette demande de recours? Il y a toujours un risque, mais je vous ai dit tout à l'heure que la probabilité est forte pour que, en tout cas sur la base des arguments que je connais, qu'ils acceptent le renvoi. Et comme je vous le disais, le ministère turc des Affaires étrangères a déjà, dans son communiqué, considéré que c'était déjà acquis. Le renvoi était acquis.
Merci Rafik Alfayan. Je rappelle que vous êtes juriste et fondateur et directeur exécutif d'Agir et ancien secrétaire général de la FIDH. Merci Vilma Kunimjian, notre cher journaliste à IPFM. Et merci à tous les intervenants, Salki Shahinian, Dominique de Bouman, vice-président du Parti démocrate chrétien en Suisse et coprésident du groupe parlementaire Suisse-Arménie à l'Assemblée fédérale suisse, Ayşe Gunaysou, donc depuis la Turquie, représentant de la Ligue des droits de l'homme d'Istanbul, Hagop Derkhachadurian, membre du Bureau mondial de la FRH Naktutun et président du Conseil mondial des CDCA, et Greg Sarkissian, depuis les États-Unis, président de l'Institut Zorian. Merci à vous tous. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.